Super, nous sommes en live. Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième webinaire de la semaine. On va aujourd'hui parler, je vous affiche le petit titre de ce webinaire et ensuite je laisserai notre invité se présenter. Je suis prête. Impeccable. Le sujet du jour, les fins de contrat, fin de parcours, mais pas fin du respect. Et ouais, ça serait idéal de respecter les gens quand on est dans une équipe. Je pense que c'est la base. On va le voir aujourd'hui avec Karine, que je laisse se présenter maintenant. On t'écoute, Karine. T'as pas osé le nom de famille, j'ai bien vu. Hein. Ouais, j'ai déjà demandé pour l'écrire. Pour être sûr. Donc, je suis Karine Van Der Skrik, présidente et fondatrice de Je suis un héros.com. Et j'accompagne les personnes sans emploi, à la recherche d'emploi ou la création d'entreprise. À la différence près que c'est l'entreprise qui finance cet accompagnement quand elle licencie un collaborateur pour dire, bah voilà, moi je ne licencie pas mon collaborateur avec rien derrière, je finance un accompagnement de façon à lui permettre à développer son employabilité et à rebondir plus vite. Génial, c'est un beau métier. On parle souvent de trouver un job, on parle souvent de rentrer dans une carrière, et je crois que c'est un sujet, et on va en parler là. La sortie, par contre, c'est comme les autres sujets de la semaine, c'est des sujets qui sont un peu tabous. C'est clair, c'est clair. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Il suffit de regarder, tu vas sur Google Trends, et puis tu fais le comparatif entre onboarding et offboarding, et tu verras les pics sur l'onboarding, où effectivement les entreprises se focalisent beaucoup. Mais pourquoi ? Pour attirer, fidéliser les talents. Par contre, la sortie, c'est aussi important, de le faire et de le faire bien. Surtout qu'on est d'accord que la sortie, il n'y a pas que la sortie de fin de carrière, c'est de la sortie de contrat, donc ça veut dire qu'il faut rebondir derrière. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de ne pas être trop abîmé. Oui, et puis le truc, c'est aussi de savoir, de côté, il y a vraiment deux aspects. Il y a le côté collaborateur, de ne pas être trop abîmé, de forcément le vivre au mieux, parce qu'on ne le vit pas bien dans tous les cas, surtout quand c'est un départ contraint. Et puis pour l'entreprise aussi, parce qu'on réalise très peu qu'un RH, ou une RH, ou un dirigeant ou une dirigeante, c'est un homme et une femme qui sont derrière et qui ont des sentiments, contrairement à ce qu'on peut croire. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des RH, des managers, qui sont des robots, qui n'ont pas de sentiments, qui vivent des choses, ou qui font vivre des choses très dures à leurs collaborateurs. On met beaucoup les managers sur le pilori, et au final, en fait, les managers sont des gens aussi qui sont en souffrance. C'est pas facile d'annoncer à quelqu'un qui doit quitter l'entreprise pour parfois sauver 10 emplois, ou parfois même pour sauver l'entreprise. Et on va en reparler après, j'ai une question, mais je te la reposerai après. Ce que je te propose, Karine, c'est peut-être qu'on revienne sur la définition du offboarding. Qu'est-ce que tu entends, toi, dans ta position d'experte, qu'est-ce que tu entends par offboarding ? Alors, souvent on me demande pourquoi tu gardes l'anglicisme. En plus, moi je suis une littéraire. C'est vrai, la question se pose. Je suis une littéraire, donc j'aime bien la langue française, mais pourquoi l'anglicisme ? Si on prend le pendant qui s'appelle l'onboarding, la définition, c'est comment intégrer un collaborateur dans l'entreprise. Forcément, le pendant, c'est l'offboarding. Donc l'offboarding, ça serait la définition comment désintégrer un collaborateur de l'entreprise. Désintégrer. Exactement. Donc j'ai pas trouvé ça très valorisant. Donc voilà, l'offboarding, la définition que je vais donner, c'est comment accompagner le collaborateur au mieux vers la sortie, puisque de toute façon, c'est le sujet, c'est inéluctable. Le collaborateur, l'entreprise a pris la décision de s'en séparer. Comment on le fait bien ? Et je pense que le faire bien, on est d'accord que ça contribue aussi à la marque employeur. C'est-à-dire que l'entreprise, au mieux, elle va accompagner ses équipes à l'entrée, pendant, à la sortie, dans toutes les étapes de sa vie d'équipe. Plus ça valorise la marque de la boîte, on est d'accord ? Tout à fait. Mais c'est exactement ça, d'ailleurs. C'est pour ça que ça devient une pratique incontournable. Les entreprises l'ont bien compris pour l'onboarding. Aujourd'hui, pour l'offboarding, c'est devenu tout autant incontournable. Sur la valorisation de la marque employeur, on est vraiment sur 85% des employés recommanderaient leur entreprise si leur fin de contrat s'était bien passée. Est-ce qu'on peut, il y a une stat dans le commerce où on dit un client sur mécontent va en parler à 12 personnes et un client content va en parler à 3 ou 4 personnes. Est-ce que ça se vérifie aussi dans ton métier ? Je pense que très clairement. Il n'y a pas de statistiques sur la recherche d'emploi, en tout cas. D'ailleurs, il y a très très peu de statistiques sur la recherche d'emploi. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches
à la fois sur Internet, je suis allée à la Bibliothèque nationale François Mitterrand pour voir s'il y avait des données, et pas du tout. J'ai cherché des statistiques sur est-ce qu'une personne qui est accompagnée va rebondir plus facilement, et j'en suis persuadée, et je le vois de par les accompagnements que je fais. Aujourd'hui, que ce soit pour les personnes, on va dire, lambda, les jeunes actifs, et pour les seniors, parce que la durée au niveau des seniors double. Un senior va mettre quasiment 1 an et demi avant de retrouver un emploi, alors que quelqu'un lambda va mettre un peu moins d'1 an. Si je reprécise le propos, tu me dis qu'un senior, même situation, un junior, un senior, le senior, il met beaucoup plus de temps à retrouver. Oui, pas forcément un junior, parce que les juniors, s'ils sont des brouillards, ils y arrivent. Les seniors, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Tu peux nous donner des éléments, nous dire pourquoi? On est en train de placer le sujet là, de comprendre un petit peu dans le contexte dans lequel on va évoluer sur ce webinaire. Parce que l'âge fait peur, en fait. Les entreprises ont envie d'investir, de se dire, bah tiens, ok, toi, déjà senior, tu tables ça combien senior? À partir de quel âge on est senior sur le monde du travail? Question piège, ça c'est comme une femme. J'ai quel âge? Faut surtout pas répondre. Question piège. Un senior pour moi, je vais essayer de te répondre quand même. Un senior pour moi, j'ai 42 ans. Je commence à me considérer comme senior, moi. T'es pas loin. T'as encore 3 ans devant toi. Ah, ça va. Mais en fait, effectivement, sur le marché de l'emploi, à 45 ans, on est considéré comme un senior. Ok. Tu vois, je savais pas. Ce qui est très compliqué, surtout qu'en plus, ça paraît un peu injuste. On est encore loin de la retraite. De l'âge de la retraite, à 45 ans. Ouais. Voilà, mais il y a une question de confiance. Et puis, ce qui est compliqué quand on perd un emploi, quand on est senior, c'est qu'on a l'impression, en fait, de perdre ses compétences. Alors qu'on ne perd, entre guillemets, qu'un employeur. C'est absolument pas lié, on est d'accord. Non, on est d'accord. Au contraire, ça a gagné de l'expérience pendant ces années-là que tu vas pouvoir utiliser a posteriori, on est OK. On parlait des générations hier avec Stéphanie, sur ce même studio, sur l'intergénérationnel, comment on fait travailler, les réactions des uns et des autres, et elle recoupait ce sujet-là de la même façon. En disant, il y a une perte de confiance et on ne comprend pas pourquoi, alors que tu as gagné l'expérience, et que l'expérience... Très clairement, mais moi je l'ai vu j'ai accompagné sur le Val d'Europe, on a déployé le dispositif PEPS, qui est plein emploi pour les seniors. Et le PEPS, en fait, on a accompagné des seniors pendant 10 semaines. Et pendant ces 10 semaines, j'ai vu les seniors progresser. Ils sont arrivés au début, ils devaient pitcher devant des entreprises. Et au début, quand ils pitchaient, c'était... Bonjour, je m'appelle Karine et je voudrais, voilà ce que je fais dans la vie. Et à la fin des 10 semaines d'accompagnement, c'est bonjour, je m'appelle Karine. Aujourd'hui, je suis présidente de telle entreprise, je peux tenir tel poste. Voilà mes aptitudes, voilà mes compétences. Et des gens qui s'affirment. Posturer. Exactement. Pour une bonne posture. Exactement. C'est dingue que l'expérience soit aussi peu valorisée dans notre pays. Je pense que c'est un pays. Il y a une histoire de culture derrière. Je connais d'autres pays où l'expérience, ça a une valeur de fou. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'a pas 2 mentors avec lui en permanence qui le suivent. Il n'y a pas... Tu vois, la complexité, c'est anglo-saxons. Aujourd'hui, oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, si tu regardes un peu les réseaux, et je sais que tu regardes un petit peu les réseaux, aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation. Il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui vont dire oui, alors moi, je recrute, mais sans CV, je veux juste de la motivation. Mais les seniors sont un peu perdus dans tout ça. Oui. Dire la motivation, ils l'ont, et vraiment. Moi, j'ai vu des seniors motivés à fond. J'aurais moi-même recruté, je pense que j'aurais pu en prendre 1 ou 2 avec moi. Mais voilà, ils ont la motivation, ils ont l'expérience, mais c'est pas ce qui correspond à ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. Oh bah non, clairement, dans la communication, je vois un peu plus le mode senior moins bien coté que autre chose. Ce qui est fort malheureux. Ce que je te propose, Karine, c'est qu'on passe au premier item d'aujourd'hui, qui est pourquoi cette thématique, pourquoi le offboarding est devenu, on l'a un peu abordé déjà, mais pourquoi le offboarding est devenu un sujet incontournable en entreprise. Pourquoi il ne faut plus passer au travers. Tu l'as dit toi-même, et d'une, pour la valorisation de la marque employeur. Ça, c'est hyper important. La marque employeur, juste petit rappel, c'est l'image qu'on renvoie vis-à-vis de nos collaborateurs, mais c'est un ensemble, c'est au-delà de ce qu'on appelait avant l'image de marque. L'image de marque, c'est une entreprise, est-ce qu'elle se comporte bien avec ses clients, est-ce qu'elle se comporte bien avec ses fournisseurs. Maintenant, la marque employeur, c'est comment elle se comporte vis-à-vis de ses salariés. Et une entreprise qui se comporte bien vis-à-vis de ses salariés est toujours une entreprise, on va dire, qui est mieux. Ouais.
Ce qui paraît fou d'avoir à le dire. Ce qui paraît fou d'avoir à le dire. Mais c'est limite un pléonasme, en fait. Oui, c'est comme je monte en haut et je descends en bas. Ouais, c'est une entreprise qui se comporte bien, voilà. Tu accueilles des gens chez toi, mais tu t'en occupes mal. C'est ça. C'est une décision avérée. C'est exactement ça. Mais la complexité aussi, c'est qu'une entreprise peut effectivement avoir une marque employeur forte, mais ne pas toujours, parce qu'il y a toujours des individualités qui viennent complexifier un peu le système. Donc on va passer sur ça. Ensuite, tu as l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, parce qu'en plus, ça va faciliter les recrutements. Si ta marque employeur est bonne, bah, du coup, quand tu vas rechercher quelqu'un, tu vas avoir une marque employeur en fait forte augmente de 50% le nombre de candidatures très qualifiées. En fait. C'est énorme. Impactant. C'est hyper impactant. Et ça, c'est une source de Welcome to the Jungle, donc qui est plutôt un des référents sur la recherche d'emploi. Mais voilà, quand tu, au niveau, on connaît tous, peut-être pas, mais on connaît tous les coûts d'un process de recrutement. J'allais dire en bon chef d'entreprise, moi c'est je clair, c'est ça, j'étais sûre. Et le coût est vraiment très fort. Donc si on a des candidatures qui sont très qualifiées, bah, on gagne du temps et de l'énergie et de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième chose. Impacte ta marque employeur et donc impacte tes coûts de recrutement. Exactement. On revient au début de l'histoire. Pardon, vas-y. Forcément, ça va développer, on est en plein dedans, à la fois la RSE, parce que tu le disais, lors de l'entretien avec Guillaume, dans la RSE, il n'y a pas que le E. Il y a aussi le S sur le sociétal. Souvent, les gens pensent RSE par environnemental. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le sociétal qui est fort. Et puis, la QVCT. Bien sûr. On est en plein dedans. Donc ça, c'est clair. Ça va aussi apaiser les tensions en interne. Un bon offboarding. Oui. Un collaborateur qui se fait licencier, parfois en interne, on ne peut pas communiquer, de dire pourquoi on le licencie, même si le collaborateur, il est en tort, d'ailleurs. Parce que ça arrive, il n'y a pas que les managers qui sont... Bien sûr, de toute façon, oui, c'est comme dans un couple. Il y en a un qui est complètement en faute et l'autre pas du tout. Je crois pas. Et du coup, le collaborateur qui sort, forcément, les équipes, il y a des affinités qui ont été créées, on se dit c'est pas juste, c'est machin. Voilà. De dire qu'on fait un offboarding correct, qu'on va accompagner le collaborateur après sa sortie, ça va apaiser un petit peu les tensions parce que, ok, on doit s'en séparer, mais on se comporte bien avec lui. Et ça, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Ça va éviter la perte de compétences, de faire un bon offboarding. Tu te sépares d'un collaborateur, tu lui dis merci, au revoir, rien ne te dit qu'il ne part pas avec ton carnet d'adresse. Ouais. Et dans tous les cas, il part aussi avec ses compétences, parce qu'il en a. De faire un bon offboarding, de prévoir un entretien avec le collaborateur pour faire un retour d'expérience, savoir où il en est par rapport à ses clients, savoir s'il a fait une bonne passation de dossier avec ses collègues. C'est hyper important. Et la perte de compétences, on revenait tout à l'heure, les compétences, c'est hyper important, surtout quand tu as des compétences techniques. Ou innovantes, ou des choses qui vont coûter très cher à récupérer. Exactement. Okay. Quand on est sur des secteurs un peu tendus, voilà, c'est hyper important. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, au niveau des coûts, en fait, ça minimise les coûts d'avoir un offboarding qui va être bien fait, qui va être bien mené et qui va être à minima fait. Parce que je dis un offboarding complet, bien fait, faut pas toujours que tout soit bon et bien fait et solide pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément d'une Ferrari pour rouler. Un skateboard, ça suffit. Ouais. Donc, si tu as un petit skateboard de l'offboarding, au fur et à mesure, tu avances. Et puis, après, une fois que ça marche aussi. Ça marche aussi. Par contre, c'est un peu skateboard, trottinette, c'est pas tout. Mais comme on est en bonne intelligence, tout va bien. Et voilà, mais en trottinette, tu avances aussi. Je veux dire, voilà. Voilà. Et je crois que de toute façon, dans ces sujets-là, la perfection n'existe pas. Enfin, arrête-moi, c'est une bêtise, mais la perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire le mieux qu'on peut. De faire déjà. De faire. Non, mais c'est clair. De faire, déjà. Tu sais que 67% des collaborateurs accepteraient en fait d'avoir un salaire moindre à partir du moment où l'entreprise a une bonne marque employeur, une bonne image sur les réseaux. Ok, je reformule. Les gens seraient prêts à réduire leur salaire si, en équivalence, tu as de la qualité de vie au travail, etc. Exactement. C'est fou. Exactement. Alors, quand je dis réduire leur salaire, c'est quand ils sont candidats. Je ne parle pas des salariés qui sont déjà en poste. Oui, mais un candidat qui postule accepterait de faire un geste sur son salaire
bien sûr. Tu as eu raison de le préciser, parce que je l'avais entendu comme ça, mais je ne suis pas sûr que c'était forcément clair pour Oui, les auditeurs. en fait, c'est en m'entendant que Ouais, t'as eu raison. je me dis. Donc, je sais que la loi ne te permet pas de baisser un salaire. Non, la question ne se posait même pas, mais tu as raison. Puis dans l'offboarding, si tu ne respectes pas la loi, de toute façon, c'est déjà une grosse erreur. Ah bah bien sûr. Ah bah comme de toute façon, mais même dans le recrutement, on l'oublie aussi. Hein. Oui. Le recrutement a des règles très précises de fonctionnement, et des fois, on essaie d'aller vite parce qu'on a besoin, parce que, mais c'est pas forcément le bon cas. C'est clair. Je te propose, Karine, j'ai eu une question de Laure qui nous suit sur les webinaires. Merci Laure de ta présence et de tes questions. Est-ce que justement les seniors ne font pas un complexe malgré leur expérience? Bien sûr. Ouais. C'est évident. C'est évident. Tu peux nous en parler un peu? Je me caféine. J'ai fait caféine. Je vais revenir à mon expérience avec PEPS, avec Plein Emploi pour les seniors, où pendant 10 semaines, j'ai accompagné 30 personnes. Et il y a des personnes qui n'ont pas trop de doutes sur eux. Et c'est très bien parce que ça a galvanisé un petit peu le groupe. La complexité, en fait, des seniors, c'est de pouvoir mettre sur une page toute leur expérience. Et du coup, ils ont l'impression de se retirer une grosse partie de ce qu'ils ont fait. Ouais, mais moi, j'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, tu as de moins en moins de ce qu'on appelle vraiment des parcours atypiques. Les gens disent, ouais, moi, j'ai un parcours atypique parce que j'ai fait plein de choses. Et ça ne devient plus atypique parce que tout le monde, aujourd'hui, fait plein de choses. Et oui, ça y est, je viens de comprendre. Je dis, car c'est pas possible. Mais oui, ça devient. En fait, c'est que devient la normalité. Exactement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, quelqu'un qui dit, ouais, mais souvent, moi, quand je reçois mes héros, me disent, ouais, moi, j'ai un parcours atypique. Allons-y. Et en fait, non, tu n'as pas un parcours atypique, c'est que tu vis ce que beaucoup de gens vivent, mais on ne s'en rend pas compte parce que, en général, quand on est au chômage, on n'a pas d'after-work pour en parler ensemble, pour échanger sur les choses. Moi, je suis en train de le changer sur Val d'Europe, cet aspect-là, mais il n'y a pas d'after-work pour se dire, bah, tiens, on va changer les choses, on va voir un petit peu, qu'est-ce que tu vis, toi, raconte-moi, et tout. Et en fait, les seniors, ils ont plutôt tendance, en fait, ils le vivent comme un échec d'avoir perdu leur job, mais encore plus qu'on va dire que les autres actifs. Je vais donner un autre exemple. C'est plus impactant chez eux. Exactement, surtout chez les hommes. Égaux? Non. On parle aujourd'hui de l'égalité homme-femme au niveau des salaires. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait encore le cas. Non. Ce qui veut dire que quand tu es au chômage, ben, ce n'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que dans une famille, si c'est l'homme qui porte si c'est l'homme qui porte la famille financièrement, ou en tout cas en grande partie, et ben quand il perd son job, et ben là il y a un gros problème. Et c'est pas du tout un problème d'ego, c'est un problème financier. Donc d'un côté on nous dit oui l'égalité homme-femme, mais tu ne l'as pas quand tu es au chômage. Quand tu es au chômage, que tu es père de famille, que tu dois soutenir ta famille, que tu dois payer les études des enfants, donc ça s'inverse complètement. Et en plus les hommes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas faire de la psychologie à 2 balles, rassurez-vous, c'est qu'il le garde pour lui. Il ne va pas en discuter vraiment avec les gens, contrairement à une femme qui va un peu plus s'épancher. Donc psychologiquement, c'est encore plus dur pour un homme, je trouve. Pour comprendre ce que vient de vous expliquer Karine, je vous invite à aller voir Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est excessivement bien expliqué. Si vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez le lire. Il est très bien. Et si vous n'avez pas envie de lire le bouquin qui est épais comme ça, vous avez la bande dessinée qui est très bien aussi. Qui est fantastique. Merci Karine, super intéressant. Je propose qu'on passe à la deuxième partie. Alors, je vais désafficher le commentaire de Laure. Et merci Laure, j'espère qu'on a répondu à ta question. N'hésite pas à mettre un petit message sur le chat. Si ce n'est pas le cas, on continuera. La deuxième partie, c'est quelle erreur vois-tu au travers du parcours PEPS, au travers de ton expérience, dans les entreprises, souvent, des choses qu'il faudrait éviter demain? Alors, déjà, ne pas faire d'offboarding. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que souvent, les entreprises pensent qu'à partir du moment où la personne est sortie des effectifs, on n'entendra plus parler d'elle. Disparition, la fameuse désintégration dont on parlait. C'est ça. Et en fait, le problème est résolu. Je ne le vois plus. Ouais, c'est bon. Ça va. Tu me vois plus. Non, c'est tu me vois plus. Voilà. C'est ça. J'ai eu l'exemple encore, je dis bien encore parce que c'est le premier, mais c'est la semaine dernière. On était à un événement, d'ailleurs on s'est rencontrés la semaine dernière et je discutais avec une personne qui me disait moi je me suis fait licencier, ça s'est tellement mal passé qu'aujourd'hui les gens m'appellent, des fonds d'investissement m'appellent pour racheter cette boîte.
je suis incapable de leur donner des arguments positifs pour cette boîte. Ah ouais. La boîte se dit, on l'a licenciée, on la voit plus, elle fait plus partie des équipes, elle fait plus partie des entreprises, on reprend notre petite vie normale, sauf que, au final, L'impact il y collatéral. a un impact. L'impact collatéral. Là, je parle juste de l'impact par rapport à ça. Il y a l'impact qui va être aussi sur les réseaux sociaux. Il suffit de voir des entreprises comme Glassdoor, enfin des sites comme Glassdoor, comme par exemple Welcome to the Jungle, alors surtout Glassdoor, où vous notez, c'est TripAdvisor en fait de l'entreprise. C'est les salariés qui vont noter et qui vont dire s'ils ont été bien dans l'entreprise ou pas. Alors, apprendre avec beaucoup de pincettes aussi. Retirer les commentaires. Non. C'est impossible. Exactement. Nous, on a eu un faux commentaire. Mais c'est impossible de le retirer. D'où l'intérêt d'y répondre. Ah bon, on a répondu. Un collaborateur qui met un mauvais commentaire par pure vengeance, entre guillemets, alors que la RH, c'est bien que l'entreprise a bien fait le job d'offboarding, l'entreprise, il faut qu'elle réponde. Ça, c'est évident. Donc, de faire semblant de ne pas croire qu'une fois que c'est fait, on n'en va plus, parce que de toute façon, le collaborateur reste un ambassadeur. Je vais prendre mon propre exemple. Il y a quelques années, j'ai perdu mon job et j'étais un petit peu remontée contre l'entreprise. Et après quelques mois, j'ai réalisé que j'étais complètement en faute, en fait. Parce que le job, ça faisait 10 ans que j'occupais le job. J'avais fait le tour du poste, mais je n'avais pas eu le courage de me dire je vais rechercher un autre emploi. J'étais jeune mère de famille. J'étais plutôt dans une équipe où je m'entendais super bien. J'avais un poste plutôt confort, avec des avantages en nature très bien. Mes enfants étaient malades, l'école m'appelait, j'allais voir mon manager. Ouais, Karine, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Il y avait des journées enfants malades. Mais au niveau du job, vraiment, ça ne me faisait plus triper. Et je devenais aigrie, en fait. Et c'est pas moi. Et du coup, je n'ai pas aimé. Mais sur le coup, j'ai super mal vécu cette séparation. Et au final, je me dis, mais c'était entièrement de ma faute, quoi. Et aujourd'hui, j'ai des bons rapports avec des personnes de l'entreprise que je ne citerai pas, mais avec qui j'ai de bons rapports. Et franchement, je trouve que c'est presque un service qu'ils m'ont rendu. Je dis bien presque, parce qu'il y a quand même cette période qui est un peu douloureuse à vivre. Qui est douloureuse malgré tout, même si. Mais par contre, je te rejoins complètement. Et est-ce que ça, c'est pas. Je vais aller dans les clivants, mais j'adore ça, poser les vraies questions. Est-ce que c'est pas typiquement français de stagner comme ça? Encore une fois, moi j'ai la chance de pouvoir comparer avec d'autres cultures, d'autres trucs. On a plein de questions, après je passerai sur les questions, mais est-ce que c'est pas typiquement français ça? Et je vais être très honnête, ça m'est arrivé de le faire aussi. Tu vois, donc il n'y a pas de jugement dans cette question-là. Non, je comprends tout à fait, mais le truc qui nous. Tu vois Ou qu'est-ce qui fait, peut-être, si c'est pas la culture? Il y a deux choses. Je suis moins clivante en fait sur le truc. Je crois que ce qui nous fait dire ça aussi, c'est le fait qu'on soit chef d'entreprise. Parce qu'on a une autre posture et une autre façon de réfléchir. Possible. De réfléchir. Perception. Après, tous les gens ne sont pas faits pour un modèle anglo-saxon qui mate, qui pitch, qui parle. Voilà. J'en suis persuadé. Et voilà. Et puis là où tu as raison, c'est qu'en France, on nous apprend à être comme ça. On disait, alors, j'aime pas trop ce côté, on est dans une case et on n'en sort pas. Si on va en sortir, on en sort, mais on n'est pas casser le plafond de verre des choses communes, hein, un peu qu'on dit, qu'on entend souvent. Mais oui, tu as raison, on est un petit peu sur un modèle franco-français. Je ne dis pas qu'il faut passer entièrement sur le modèle anglo-saxon, non, il n'y a pas que du bon, mais déjà enlever le franco du français et puis s'adapter, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ce qui ne veut pas dire, puisqu'on parle d'ailleurs, sans être anglo-saxon, si on part sur le nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, ils ont la Belgique, qui n'est pas si loin. Coucou à mes Belges, j'adore la Belgique, on se demande pourquoi. Et puis on est quand même pas loin. On n'est pas très loin, mais en Belgique, ils sont au bureau super tôt et ils finissent tôt l'après-midi. Et oui, il n'y a pas le côté t'as fini ta journée, tout ça. Mais ils sont dans un état d'esprit comme ça, c'est ça, le fameux. T'as pris ta journée. Le fameux. Je travaille jour et nuit, mais j'ai pris ma journée. Ouais, t'as pris ta journée, c'est clair. Et ils sont comme ça, mais ils sont réglo aujourd'hui, des fois en France, et je le vois une fois encore par expérience, parce que je n'ai pas toujours été chef d'entreprise. Moi, j'ai toujours été salarié dans ma vie, et j'ai vu des collègues autour de moi qui arrivent, qui font vraiment du présentéisme, qui vont se faire, désolé pour les fumeurs, mais qui vont se faire 5 pauses clopes de 20 minutes dans la journée. Et puis toi, tu trimes, et puis ces personnes-là ont fait des heures sup, parce qu'elles ont passé trop de temps à fumer leur cigarette.
Et c'est toi qui trime derrière. Donc oui, il y a une mentalité, mais équilibre. les gens disent oui, au Danemark, ils font ça bien, en Allemagne, en Belgique aussi, mais je crois que les Français ne sont pas forcément prêts à donner ce que donnent nos voisins européens. Donc c'est pour ça que je dis que c'est clivant, mais... Ah non, mais en termes on les a, les chiffres, hein, sans travail, les chiffres existent. Comment, du coup... Alors, pardon, j'allais relancer une question, mais je pense qu'il faut qu'on passe sur les questions qui sont en ligne, excuse-moi. Première question, deuxième question, on a eu celle de Laure tout à l'heure. Je crois que ça, c'est Wilbess qui nous suit aussi. Merci beaucoup à toi. Wilbess, un petit coucou. Merci pour ce webinaire. Comment fait-on pour réussir un offboarding quand la confiance est brisée? Super question. Je te laisse répondre, c'est toi l'experte. Merci. Alors, réussir un offboarding, c'est déjà... Je fais des coucous en plus. Il y a les voisins qui viennent nous faire coucou dans le studio. Salut Manu. Salut. Réussir un offboarding, la première chose, c'est vraiment respecter la législation sociale. Ouais. C'est la première chose. De toute façon, on ne pourra pas faire quelque chose qui fait que la personne partira contente. Faut sortir de ces postulats, de se dire... Je vais faire quelque chose de façon à ce que mon collaborateur soit heureux de partir. Non, ça n'existe pas. Il y a un moment donné, je veux bien être optimiste et positive, mais là, non, je peux pas le dire. Par contre, il faut faire les choses pour que le collaborateur puisse en fait rebondir au mieux. Je vais donner un exemple pour imaginer l'offboarding. C'est que tu arrives un matin et puis tu vas dire tu dis à un de tes collaborateurs, je te préviens aujourd'hui, tu sautes en parachute. Donc tu l'emmènes. Choc. Tu l'emmènes à l'aérodrome, donc premier choc. Tu l'emmènes à l'aérodrome, tu lui mets un parachute, tu arrives dans l'avion et zoup, tu pars, tu le fais sauter. Aucune précision, aucune indication, aucune machin. D'accord ? Forcément, c'est difficile. Maintenant, tu arrives un matin, tu dis à tes collaborateurs, écoute, aujourd'hui, on a pris la décision pour telle et telle raison de t'envoyer faire un saut en parachute, mais je vais venir avec toi. Donc, je viens avec toi, donc tu vas l'accompagner, tu vas lui donner des informations, tu vas lui expliquer comment tout fonctionne, tu vas être dans l'avion avec lui, tu vas le rassurer, tu vas lui dire quelque chose, et même, tu vas faire un truc en plus. J'y reviendrai après. Et la personne va sauter en parachute. Effectivement, ça ne va pas être très agréable parce qu'elle n'était pas préparée. D'accord ? Mais si tu l'accompagnes au fur et à mesure, le saut se vivra mieux. Il est moins douloureux. Exactement. Okay. L'autre difficulté, c'est qu'une fois que le saut en parachute est fait, quand tu atterris, c'est bien, tu atterris en pleine ville, machin et tout. Sauf que non, la recherche d'emploi, c'est une jungle. Donc, tu arrives dans la recherche d'emploi, donc tu arrives dans cette jungle, tu n'as pas d'outils. Ouais. D'accord ? Tu n'as pas de machette. T'as pas d'anti-moustique, t'as une allumette, mais t'as pas de grattoir pour faire ton feu. Voilà, ça c'est pour, je spoil un peu pour la fin, mais ça c'est pour ton expérience d'immersion. Ça a l'air immersif. Mais voilà, c'est un peu à comparatif. Tu sautes en parachute, t'es pas prévenu, et en plus t'arrives dans la jungle après et tu te débrouilles. La recherche d'emploi, c'est ça. Tu perds ton job, c'est ça. Je viens de comprendre pourquoi Welcome to the Jungle s'appelle comme ça. Très certainement. Très certainement. Oh, il y a des feux d'artifice. Ouais, c'est quand il y a les gens qui like. C'est quand il y a les gens qui like qu'on a des feux d'artifice. J'adore ton image, Karine, d'être poussé dans la jungle et de te retrouver. Allez, vas-y. Allez. Bon courage, bonne chance. Mais tu sais, au-delà de l'image, en fait, tu me posais la question tout à l'heure des erreurs ou des représentations. Ouais. Et je reviens sur les représentations. Aujourd'hui, une entreprise qui licencie, forcément, le DRH ou le patron, je vais te le dire 2 secondes, je suis désolée. Vas-y, j'adore. Le patron, c'est un gros con. Ouais. Un patron qui licencie, c'est forcément un gros con. Forcément. D'accord ? Ça, on est sur les préjugés. Un collaborateur qui perd son job, c'est forcément un incompétent. Et alors, quand il est inscrit à France Travail, en plus d'être incompétent, c'est un feignant. J'adore. D'accord ? Le stigmate. Mais j'exagère le trait volontairement, mais c'est tellement ça, quoi. Mais bien sûr, c'est une réalité. Il faut arrêter de dire. Un cabinet comme je suis aéro.com, qui va accompagner l'entreprise à pouvoir se séparer correctement de ce collaborateur, c'est un vendu. Ouais. Sérieusement, c'est un vendu. Il en bise avec le patron, avec le connard de patron. Toujours le même, d'ailleurs. Sauf que non. Le patron, il se sépare d'un collaborateur, soit pour des raisons, effectivement, parce que
il y a un seuil de compétence qui est dépassé, qui n'est pas atteint. Un dysfonctionnement Exactement. dans le job. Ça ne veut pas dire que la personne est incompétente. Ça Non. veut dire qu'elle n'est pas compétente. Incompétente et pas compétente. C'est pas la même chose. Du tout. On parlait tout à l'heure de français. C'est en termes de sémantique, c'est hyper important. Est-ce que c'est la même translation, excuse-moi Karine, Je t'en prie. que sur le CV par exemple, quand tu dis que tu recrutes pas quelqu'un, moi je dis toujours aux gens, j'ai la politesse d'essayer de dire, c'est en aucun cas la personne qui est jugée, c'est le seuil de compétence qui est pas connexe avec ce qu'on cherche ou les savoir-faire qui sont pas raccords. Est-ce que c'est la même translation ou pas? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, entre ce que toi tu fais et ce qui se fait de plus en plus sur le marché du travail, où aujourd'hui on vit sur les soft skills et pas trop sur les compétences. Ouais. Il y a ce truc-là derrière. Tu vois, il y a des, je dirais presque des distorsions qui se font entre la vie réelle et ce qu'on entend et ce qu'on dit. Bien sûr que les compétences sont importantes, alors, de nouveau sur des métiers techniques, innovants et tout ça, mais il y a des compétences qu'ils doivent avoir, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Bah non, de toute façon, moi je commence par le bas du CV. Mais dans une entreprise, effectivement, le côté, un patron donc, doit se séparer d'une personne, pour X ou Y raison d'ailleurs, mais souvent c'est pour sauver les autres emplois qu'il y a derrière. Un collaborateur qui s'en va, c'est qu'à un moment donné, il correspondait, ça ne matchait plus avec l'entreprise, une fois encore, pour X ou Y raison. Mais ça ne veut pas dire, tu sais que sur... je retrouve la source de cette statistique, mais on dit souvent que les chômeurs profiteurs, déjà le terme de chômeur, moi c'est pour ça que j'appelle mes héros, que j'accompagne des héros, parce que l'objectif c'était vraiment pour revaloriser un petit peu tout le monde. Et j'ai créé la Ligue des héros pour décliner cet acronyme héros pour toutes les parties prenantes de ça, et changer les patrons crocos en engagés responsables et organisés, les héros qui sont en recherche d'opportunités, et moi qui suis éthique, rassurante et optimiste. Voilà. Donc, on parlait de l'optimisme hier. Tout à fait. Tu as intervenu là-dessus hier sur le webinaire. Et les collaborateurs, il n'y a qu'une personne sur 10 qui est vraiment un chômeur profiteur. Les autres sont hyper motivés. Leur seul objectif, c'est de retrouver un job dans lequel ils vont être bien. Bah oui. Et puis après, je suis aéro.com. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui est vendu. Aujourd'hui, il suffit de voir un petit peu sur mon profil LinkedIn les recommandations que j'ai, ou même j'en ai aussi sur Google. Il faudrait que je pense d'ailleurs à demander aux gens d'en mettre un peu plus. Mais faites-le. Mais on mettra le LinkedIn de Karine à la fin. Je te donne le pendant, par exemple. Mes clients, j'en parle jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être catégorisés avec les préjugés comme des gros cons parce qu'ils ont licencié. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mes héros, j'en parle jamais. C'est une réalité. En fait, ils mettent des avis quand ils ont retrouvé du boulot. Pourquoi ? Et pas tous, parce qu'il y en a, ils ont retrouvé du boulot, donc ils sont contents et ils sont sortis de là, ils ne veulent plus en entendre parler. Ouais. Et puis après, il y a ceux qui ont mis un avis pour dire que voilà ce que je leur ai apporté, ce qu'on a bien fait et tout. Et ça, c'est super important. Mais les préjugés, c'est vraiment une représentation qui est super erronée, en fait, et qui vraiment ne donne pas le bon message. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai juste un commentaire de Younes, je crois, qui dit qu'il faut adapter les différences de la culture anglo-saxonne à la mentalité française. C'est par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on se recrée un modèle. Il faut qu'on fasse évoluer et qu'on se crée notre truc à nous, qui nous correspond, qui nous va bien, qui fonctionne chez nous. Oui, mais ça évolue quand même. Ça évolue quand même déjà, parce que onboarding, on n'en parlait pas il y a 10 ans. Hein. Enfin, en tout cas, pas en France. Donc, il y a des choses qui évoluent. Même sur l'expérience candidat, il y a des choses qui évoluent. Je vois, par exemple, Mathieu Penet qui a créé Yago. Yago, c'est une start-up qui permet aux entreprises de répondre en fait, à tous les candidats qui ont été refusés. C'est génial. Donc, il y a des choses qui se font, qui se mettent en place et qui avancent. Ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, mais il y a un changement de mentalité qui commence à se faire. Et ça, c'est... je ne veux pas dire... On ne se contente pas de ça. Mais il faut savoir s'en contenter parce que ça avance, ça prend du temps, mais ça veut dire qu'on va aller encore un peu au-delà des choses. Et je crois, je reprends les échanges qu'on a eu avec Stéphanie hier sur l'intergénérationnel, je crois qu'on a la chance d'avoir des générations qui arrivent là, qui nous forcent aussi. Qui nous engagent à changer vite, mais des fois trop. Nos méthodes. Ouais, alors ils nous challenge. Là, c'est la senior qui parle. Non, c'est vrai qu'ils nous challenge sur pas mal de choses. Mais le mouvement, quoi. Après, on peut pas tout suivre, ça c'est clair. Mais
Il y a Moi, ça engage. Effectivement. Ouais. Et il y a un juste milieu à trouver, comme disait. C'est quoi Oui. Tu m'as dit qui C'est le commentaire La C'est question Wilbès. C'était la question Astelor tout à l'heure, je sais plus. Non, Bien sûr. sur le web, enfin bon. Mais J'ai une réaction. La base d'un bon onboarding, c'est le respect de l'autre avant tout. Je suis persuadé de ça. Laure nous dit alors que ces entreprises sont des modèles à suivre. Exactement. Je pense que c'était la réponse. Mais il y a aussi un truc qui est terrible aujourd'hui, c'est que quand tu regardes les réseaux sociaux, on ne parle que des gens qui se comportent mal. Ouais. Tu n'entends parler que des managers toxiques. Tu n'entends parler que des entreprises qui ne se comportent pas bien. Tu n'entends parler que des choses qui vont mal. C'est vrai. Bah, la stat on l'a, un client mécontent, on parle à beaucoup plus de gens qu'un C'est client clair, heureux. c'est On clair. retombe, à mon avis, dans les mêmes carcans, quoi. C'est clair. Dans les mêmes carcans. On va aller, Karine, si tu me permets, sur le dernier item de cet échange, qui est quels sont les premiers signaux d'alerte. Et après, je te proposerai un jeu que je n'ai pas fait sur les autres, mais j'ai eu une idée. Ah ouais, vas-y. Et on clôturera là-dessus. Vas-y. Je t'écoute sur les premiers signaux d'alerte, d'après toi, pour des managers, pour des dirigeants, pour tous ces gens-là qui se disent, OK, à quel moment il faut que je mette des warnings sur un offboarding ou pas, et peut-être comment les engager. La question est plus difficile pour toi sur ce sujet-là. Mais... Alors, je vais faire une différence entre les managers et les dirigeants. Pour les managers, les signaux, ça va être la motivation des équipes en poste. Il y a un moment donné, quand vos équipes ne suivent pas, c'est qu'il y a un vrai problème et que vous vous êtes séparés de plusieurs collaborateurs, c'est qu'il y a un vrai sujet de se dire, ouais, mais alors moi je me suis séparé, une fois encore pour des raisons X ou Y qui sont on va dire, valables ou pas. Moi, de mon côté, ce n'est pas à moi de juger. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour les dirigeants, se poser des questions, c'est à partir du moment où on se retrouve au prud'homme tous les 4 matins. C'est tout bête, mais comme disait Talleyrand, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ouais. J'ai un peu tronqué l'expression. Mais oui, c'est ça, c'est au niveau des prud'hommes. À partir du moment où à chaque fois qu'on doit se séparer d'un collaborateur, on se retrouve au prud'homme, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Pourquoi ? Parce que le collaborateur qui s'en va, si rien n'a été fait, et si en plus l'administratif et le juridique n'a pas été bien suivi, c'est clair qu'il va très très mal le vivre, très mal. Une entreprise qui licencie un collaborateur et qui n'envoie pas les bons éléments à France Travail, ne serait-ce que pour les allocations, forcément tu le vis mal. Hein. Et dans ces périodes-là, c'est hyper chiant que les délais ne soient pas respectés. C'est clair. Alors. C'est hyper chiant et même financièrement, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Bien sûr. Parce qu'il y a un délai de carence, et tant que c'est pas compliqué. Le pire, c'est le doute, en fait. Tu perds en pouvoir d'achat, en fait. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et puis, le troisième point où là, et dirigeants et managers peuvent voir, c'est la réputation en ligne. À partir du moment, il y a eu toute une époque où il y a eu balance ta boîte de com, beaucoup sur Instagram, balance ton boss, balance ton... Et c'était très, très, très virulent, très compliqué. Ouais. Et j'en reviens à Glassdoor, qui est pas mal utilisé, où là... de nouveau, il faut regarder sa réputation en ligne, la réputation de son entreprise en ligne. Et pour les entreprises un peu plus grandes, où les dirigeants ont toujours la tête dans le guidon, doivent penser à tout, doivent gérer tout, même s'ils ont des très très bons managers pour déléguer, pour les appuyer. Ouais. De temps en temps, il faut qu'ils regardent un petit peu la réputation en ligne de leur boîte. C'est clair. L'impact qui peut être, comme tu le disais, hyper violent. On en parlait tout à l'heure. Hein. 50% de CV de qualité, quand la réputation est bonne, ça te réduit tes coûts de recrutement et compagnie. Ah, mais c'est indispensable. Enfin, c'est évident. Top. Karine, je te propose un exercice. J'ai une idée qui m'est venue là dans ton histoire de forêt, de jungle, d'hélicoptère et tout ça. Tu me fais peur avec tes idées. Ouais, tu peux. Moi, forcément, ça m'active ces choses-là. Tu doutes que c'est pas tombé dans l'oreille d'un son. J'imagine. Est-ce qu'il serait possible, on a le temps de réfléchir ensemble et de challenger le sujet, hein, il n'y a bien sûr pas de questions pièges, tu t'en doutes. Parce que moi, on m'a déjà demandé des onboarding immersifs. Ouais. D'accord ? On a trouvé des solutions un peu différentes. On a fait un gros cache-cache dans la boîte. Les gens, ils avaient fait tous les points importants du truc. Ils avaient tout découvert en finalement dissimulé derrière la ludopédagogie du cache-cache, qui paraît un peu dingue. En plus, une grande maison que vous connaissez tous de cosmétiques. Et j'ai trouvé génial que l'équipe prenne le risque, entre guillemets, d'aller là pour rendre un service à ces équipes. Est-ce que nous, on pourrait trouver une idée pour organiser une immersion
qui donne les codes, et je pense que la réponse, tu l'as en partie dans ce que tu as dit tout à l'heure, qui donne les codes du offboarding à quelqu'un. De dire, voilà, on vous met en situation, vous allez vous retrouver sur un terrain hostile. On a des terrains, on en a des tonnes, à pas loin d'ici. Ah, C'est transposer le truc, tu vois. c'est rigolo parce que ce que tu dis, j'y ai pensé en fait. C'est sûr, moi, ça m'a Mais quand tu maintenant, l'as c'est dit, ça vrai m'a que dit. maintenant qu'on se connaît, on C'est sait bien des que ça réflexes. match. Mais je crois qu'en fait, la difficulté qu'il y a, c'est qu'il faut sur l'offboarding bien avoir en tête qu'on a deux publics différents. Ouais. Il y a ceux qui se séparent et ceux qui sont séparés. Ouais. Ceux qui sont séparés, s'ils ont un plutôt bon, donc si l'offboarding est bien fait, s'ils ont un bon accompagnement, c'est-à-dire que là, ils arrivent dans la jungle avec un sac à dos, avec une moustiquaire, une machette, une boîte d'allumettes, voire même un briquet, voire même un briquet sans flamme, sans gaz, enfin vraiment tous les outils pour leur permettre, voire même encore mieux, des petits panneaux signalétiques pour dire, va là, tu trouveras des... Parce que si tu as un indigène qui arrive à un moment dans ta jungle, qui te donne une allumette et c'est tout, super, il t'aide, mais and so what, j'ai envie de te c'est dire. ça, qu'est-ce que j'en fais Je t'ai sorti tout mon anglais là. Non, je plaisante. J'ai adoré la Et voilà, mais donc ça, on peut le faire avec Ouais. des accompagnements dont je suis un héros.com. Maintenant, quand tu te places sur le côté la personne qui se sépare, une fois encore, qui ne le vit pas très mal, bien, mais qui ne Oui. comprend pas forcément ce que l'autre va vivre. Je pense que c'est sur celle-là qu'il faut faire vivre une immersion du genre, ben voilà, un jour, tu es éjecté, vraiment, ou limite, tu es dans une voiture. Allez, vas-y pour les moyens. Tu es dans une voiture, siège Vas-y, on a peur de éjectable, rien. débrouille-toi. Ouais. Et je pense que, Alors- tu vois, faire un transfert où tu mets les gens en situation de... Alors, je veux pas qu'on tombe dans la survie basique, c'est l'exercice qui, une fois que tu l'as fait, tu apprends plus grand-chose. Et puis, c'est pas demain la veille. Mais par contre, être capable de faire vivre le même genre de situation où à un moment, tu remplaces ta machette par une plateforme, tu remplaces ton allumette par un bon CD, et tu transposes tout ce qui peut te permettre de survivre dans cette jungle, dans ta réalité. On peut y parce que réfléchir. Mais j'adore l'idée. On peut y réfléchir. On en Mais discute, je y a te un dis, truc. il y a plein de choses. Mais, Et tu vois, mais- ça apparaît. Là, je prenais l'exemple aussi du saut en parachute. Alors, c'est bien, on saute, machin, mais c'est pareil. Quand tu fais un saut en parachute, j'en ai jamais fait. Bon, J'aimerais oui. bien un jour. Mais en tout cas, quand tu fais un saut en parachute, c'est que si tu mets pas tes mains d'une certaine façon, tu pars en vrille, quoi. Ouais, tu tournes. Parce que les C'est gars vrai. qui sont là, bien, ouais, je m'éclate, machin, c'est bien, c'est beau, c'est super, avec les genoux pliés en l'air, qui volent, qui tournent, super. Mais si tu sais pas comment mettre ton corps, tu pars en vrille, tu t'écrases, quoi. Bien sûr. Et si tu l'as jamais fait, qu'on t'a pas appris à le faire, tu es incapable de le faire Et ben naturellement. voilà, l'offboarding, c'est ça. C'est comment mettre ta main, comment mettre tes jambes, comment mettre tes pieds, comment avoir des lunettes pour protéger tes yeux. C'est Génial. comment tu fais tout ça pour que... Ouais, j'ai l'idée, je te dirai après. Je vais pas spoiler. J'ai une idée. Je fais juste un check sur les questions pour Vas-y. voir qu'on a oublié personne. Ça a l'air bon. Un énorme merci à toi, Karine. Mais je t'en prie. Ça a été une session hyper riche, comme J'espère. les autres sur la semaine. Mais J'espère vraiment aimé avoir été à la l'approche, hauteur des autres, surtout. clairement, et surtout à la hauteur du sujet. Je te félicite pour ça, c'était vraiment cool. C'est resté hyper clair et hyper lisible. Si vous voulez mettre des petits commentaires sur le chat pour féliciter Karine, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien. Quand on fait des trucs cool, il faut qu'on le dise, c'est hyper important. Je te remercie pour ce sujet qui n'est pas facile. Non. Le onboarding, c'est pas un Non. sujet simple. Je te remercie C'est d'avoir clair. accepté de le brasser avec nous ce matin. Limite tabou, tu l'as dit en début. Et tabou, Limite tabou. je pense. Et alors, Et je te laisse le mot de la fin. je vais avoir deux choses pour le mot de la fin. Tu as le droit. Le premier, c'est que pour ceux qui participent, j'ai écrit un livre blanc Oui. sur l'offboarding où il y a une petite checklist qui est évidemment pas exhaustive parce qu'on le disait, il faut l'adapter en fonction des entreprises. Donc je pense qu'elle peut être alimentée et je peux travailler ça aussi avec certaines entreprises. Mais j'ai un livre blanc, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On vous Je vous l'enverrai. ouais, mettez-le dans les commentaires et on vous mettra le lien dans les commentaires du webinaire, d'accord? Comme ça, tout le monde pourra le retrouver en le regardant. Ça marche. Et la deuxième Merci. chose, c'est qu'aujourd'hui, la QVCT, on parle de la QVCT en offboarding. Et en fait, c'est rigolo parce que moi, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Je suis un héros.com. Un jour, j'avais perdu mon job et c'était la semaine de la QVT à l'époque. Oui, ça s'appelait QVT. C'est vrai. Et j'entendais un débat et j'entendais qualité de vie au travail, qualité de vie au travail, qualité de vie au travail. Et je me revois, j'étais en train de faire mon CV dans mon salon et je jette mon stylo
Et je dis, mais vous m'emmerdez avec votre qualité de vie au travail parce que moi, j'ai pas de travail. Ouais. Alors, est-ce que du coup, j'ai une qualité de vie? Eh ouais, question légitime. Et en fait, c'est une question qui m'a fait me dire, ouais, quand tu as pas de travail, il y a plein de choses, tu as les préjugés, tu as le poids des charges financières, des machins. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger ça? Et Ouais. c'est comme ça que j'ai créé je suis aéro.com. c'est chouette et je pense que Et c'était y a ma rien à conclusion. rajouter, c'était le mot de la fin. Merci Karine, merci à vous tous. Avec grand plaisir. On se retrouve demain avec Sophia pour le dernier webinaire de la semaine. Pour ceux qui sont sur Val d'Europe, on est au Festival des entrepreneurs. Cet Tu aussi, après-midi. Karine, cet Je après-midi. vais passer aussi, bien On se sûr. retrouve là-bas. Donc pour ceux qui sont dans les parages, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est à la CCI au Val d'Europe. Mettez un message en commentaire, on vous alimentera si besoin. Merci 1000 fois Karine et à très vite pour un nouveau webinaire. J'ai adoré partager ça avec toi. Moi aussi. Bonne journée à tous. Salut!